Bonjour, merci beaucoup de participer à ce webinaire consacré à la transition énergétique des territoires. Alors que le gouvernement s'apprête à lancer début 2018 les contrats de transition écologique destinés à accompagner les collectivités territoriales pour leur transition écologique, il nous a semblé intéressant de tirer des leçons des premiers projets mis en œuvre déjà dans les territoires afin d'identifier les facteurs de réussite de la transition. On le sait par rapport au territoire à énergie positive pour la croissance verte de Ségolène Royal, les contrats de transition écologique ont pour ambition de s'appuyer davantage sur l'initiative locale, sur les acteurs du territoire et de mieux prendre en compte les caractéristiques et les spécificités de chacun des territoires. C'est pour cela qu'on est passé d'une logique d'appel d'offres à une logique de contrat, donc qui s'appuie davantage sur l'initiative du territoire. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de plus de ces contrats de transition écologique que ce qui a été dit par Sébastien Lecornu à la conférence des villes le 20 septembre dernier. Donc, on sait qu'a priori, l'échelle retenue pour ces contrats sera le PCI, et puis que dans un premier temps, 2 groupes de territoires seront ciblés. Les premiers qui sont des territoires confrontés à des problématiques industrielles fortes, notamment liées par exemple à la fermeture d'une centrale à charbon. Et le deuxième groupe de contrats, qui sont des territoires plutôt en avance sur les questions de la transition écologique. C'est justement sur ces territoires en avance qu'on a choisi de se focaliser aujourd'hui dans ce webinaire pour essayer d'identifier les ingrédients de la réussite. Par rapport au champ complet des contrats de transition écologique, nous nous focalisons ici uniquement sur les questions de transition énergétique. Donc un champ un peu plus réduit, mais qui est quand même d'une grande importance dans la transition écologique. Je laisse la parole du coup à Marie Desgremont pour cette présentation. Bonjour à tous. Donc nous allons parler des territoires les plus pilotes, les plus en avance de la transition énergétique, essayer de voir quelles sont les bonnes pratiques, en retirer aussi quelques leçons pour essayer d'envisager un élargissement justement de la prise en main des sujets de transition énergétique dans les autres territoires. Il y aura plusieurs séquences d'échanges et de sondages au cours de cette conférence, car nous souhaiterions recueillir aussi vos idées, vos retours d'expérience, vos réflexions, car c'est un travail qui avance, c'est que le début d'une grande aventure, la transition énergétique. Donc, on aimerait bien faire vivre le débat avec vous. Alors, on a structuré cette présentation en plusieurs temps. D'abord, on va voir justement quelles sont les actualités des collectivités territoriales. Ensuite, on ira un peu plus loin que l'écume des choses sur ce sujet et on va essayer de voir dans quoi ces politiques s'inscrivent. D'accord. Dans quoi ces politiques s'inscrivent, quelle est leur contribution aux enjeux du climat et d'énergie. Enfin, nous verrons quels sont les facteurs qui permettent à ces collectivités d'avancer rapidement et puis quels pourraient être les enseignements en tirés pour l'ensemble des collectivités. Bien sûr, donc, comme je vous le disais, il y aura des temps d'échange et je serai ravie d'avoir votre opinion. Nous ferons des sondages et d'avoir vos idées sur ces sujets. Alors, tout d'abord, il y a une riche actualité sur ces questions. Voilà quelques exemples parmi d'autres. On parle du Nord-Pas-de-Calais depuis plusieurs années maintenant, depuis le lancement de leur 3e révolution industrielle, de cette initiative lancée par la Chambre de commerce et d'industrie régionale, avec le conseil régional et Jérémy Rifkin. Donc, c'est une initiative qui est volontaire, je dirais même volontariste de la part des acteurs des Hauts-de-France désormais, qui vise à emporter l'ensemble de l'économie régionale. Donc, c'est hors du secteur public, ça emporte aussi le secteur des entreprises. Et donc, c'est comment transformer l'économie régionale et l'emporter vers une 3e révolution industrielle. On a d'autres exemples qui sont nombreux, dispersés dans les territoires. Je parlerai par exemple des centrales villageoises qui sont d'abord mises en place dans le territoire rhône-alpin et puis elles ont essaimé aussi en PACA et puis dans d'autres régions qui commencent à s'approprier cet outil. C'est plutôt à beaucoup plus petite échelle. L'idée est de familiariser les citoyens à la gestion de l'énergie au niveau local. Donc, l'impact et l'ampleur des dispositifs sont bien plus faibles, mais l'idée est donc de diffuser l'appropriation des enjeux énergétiques
au niveau local. Donc l'idée est de parler de ces différents dispositifs. Ensuite, on parlera aussi de leurs résultats, mais de mettre ces événements, ces initiatives en perspective. Alors, il y a d'autres exemples dont on a entendu parler. La transition énergétique dans les collectivités territoriales est vraiment d'actualité. Il y a par exemple la région Occitanie qui s'est lancée dans une démarche de région à énergie positive, à savoir produire ou tendre vers la production d'énergie renouvelable qui permettent de satisfaire la consommation de la région. C'est extrêmement ambitieux, mais c'est une démarche qui a pour but de reprendre, d'emporter l'ensemble des politiques publiques de la région. Et nous verrons donc dans quel cadre cela se pose. Il y a aussi la ville de Paris qui se donne pour objectif, dans le cadre du renouvellement de son plan climat-énergie, de devenir neutre en carbone ou de tendre à la neutralité carbone à horizon 2050. Là aussi, c'est très ambitieux et l'objectif est d'emporter une mobilisation sur l'ensemble des politiques publiques et de démontrer une activité forte et une ambition forte dans ces domaines pour la ville de Paris. Donc, au-delà de ces initiatives qui font l'actualité, on peut se demander dans quel contexte elles s'inscrivent, quelle est la contribution que l'on peut attendre d'elles. Alors, j'ai identifié plusieurs enjeux qui sont aussi liés aux enjeux liés à la loi de transition énergétique qui a été votée en 2015, qui sont donc des objectifs nationaux de politique énergétique nationale et dans lesquels les collectivités territoriales peuvent s'inscrire. Les enjeux majeurs que l'on peut identifier, c'est donc l'accord de Paris avec l'objectif de limiter à 2 degrés la perturbation d'origine humaine du climat. Donc l'objectif est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et ce le plus rapidement possible. Un autre objectif est celui de réduire la dépendance aux énergies fossiles, principalement importées. La facture énergétique liée à ces énergies fossiles est de 40 milliards d'euros par an. C'est l'équivalent du budget de la défense en 2017, donc c'est une facture substantielle. C'est vulnérable à la volatilité des cours des énergies fossiles, et les énergies fossiles, en lien avec le premier objectif, émettent des gaz à effet de serre. Un autre objectif, qui est celui de la réduction de la pauvreté énergétique ou de la vulnérabilité énergétique, il y a différents concepts, mais c'est donc de limiter et de lutter contre la pauvreté des ménages qui sont, par exemple, exposés à des factures de chauffage de leur logement qui sont trop importantes, donc en souffrance par rapport à l'énergie qu'on peut utiliser dans son logement, ou alors la pauvreté énergétique liée au déplacement, à la mobilité. Donc il y a 3 enjeux clés qui sont le climat, la dépendance aux énergies fossiles et la lutte contre la précarité énergétique auxquelles les collectivités peuvent contribuer et dans lesquelles elles peuvent s'inscrire. Pour cela, elles ont des outils qu'elles peuvent utiliser. Leur action peut être pertinente dans ces cadres. Alors, par exemple, elles peuvent s'inscrire donc dans les enjeux de mobilité que je mentionnais précédemment, dans les enjeux d'aménagement du territoire, de périurbanisation, par exemple, dans les plans de déplacement, dans les projets d'infrastructure aussi. Donc, elles ont des sujets sur lesquels s'investir. Il y a les questions aussi de cadre de vie. Là, on retrouve par exemple les infrastructures, on retrouve par exemple les parcs, les espaces verts, le problème des îlots de chaleur, l'accès à des aménités, à des infrastructures essentielles, par exemple aussi les politiques de gestion des déchets. Donc il y a beaucoup de sujets sur lesquels elles sont pertinentes et elles s'investissent, au moins une partie d'entre elles. Elles peuvent aussi s'investir sur les questions d'activité économique dans les bassins de vie, les bassins d'emploi, les filières locales, les entreprises locales, soutenir le tissu de PME. Elles ont aussi un impact sur le parc immobilier, qu'il s'agisse du soutien à la rénovation énergétique pour les personnes, pour les individus, pour le parc résidentiel, mais aussi sur leur propre patrimoine, parce qu'une partie substantielle du patrimoine tertiaire, enfin dans le secteur tertiaire, est liée aussi aux activités du secteur public, par exemple la santé, par exemple l'enseignement ou d'autres. Elles sont aussi aux premières loges sur la question de la vulnérabilité aux événements météorologiques extrêmes.
Donc là, on les appelle sur le sujet de l'adaptation au changement climatique. Et là, la photo qui est présente sur ce transparent illustre le retrait du trait de côte pour lequel elles ont des choses à faire, des situations auxquelles elles sont confrontées, notamment dans les questions de plan d'urbanisme. Elles ont ces choses à régler. Les collectivités territoriales représentent 70% de l'investissement public. Donc, en termes de marché public, ces questions-là aussi sont clés de réorientation des marchés publics au regard de ces enjeux. Elles sont directement responsables de 12% des émissions nationales de gaz à effet de serre et par leurs activités, elles ont un impact sur 50% des émissions de gaz à effet de serre, donc sur les sujets dont je parlais tout à l'heure, avec les transports, avec les politiques de déchets, par exemple. Et de rénovation, effectivement. Ensuite, il y a un enjeu clé qui est lié à la proximité. Les collectivités, donc principalement les communes, les départements et les régions, sont identifiées comme les institutions envers lesquelles les Français ont le plus confiance, envers lesquelles ils se tournent le plus pour la conduite des politiques publiques, pour résoudre leurs problèmes. Elles arrivent systématiquement en tête depuis longtemps sur ces questions. Alors, sur quoi travaillent-elles? Donc, elles ont des compétences réglementaires, notamment sur l'aménagement du territoire, sur l'urbanisme, sur les transports. Donc là, c'est dans la loi, ce sont des compétences réglementaires. Il y a aussi l'action sociale pour traiter la précarité énergétique, la vie économique dont je vous parlais tout à l'heure, et aussi la sensibilisation, parce qu'elles sont sur des enjeux de proximité. Elles peuvent toucher plus facilement, par exemple, le domaine de l'enseignement, la démocratie de proximité, la participation. Donc elles sont aux premières loges de ces enjeux. Et donc ces questions sont traitées en lien avec leurs compétences réglementaires. Elles ont la priorité sur ces sujets-là. Ça s'encadre par des dispositifs de planification, donc par exemple planification de l'urbanisme, des transports. Elles ont donc des compétences clés dans ces domaines. Toutes ne se les approprient pas. Donc ça, c'est un enjeu, c'est faire en sorte que toutes s'engagent dans ces enjeux de transition énergétique à partir de ces compétences, ce qui n'est pas encore le cas. Et donc, il y a un enjeu clé pour l'avenir. Il y a aussi les collectivités qui font par-dessus cela des initiatives volontaires, comme par exemple Troisième Révolution industrielle en Nord-Pas-de-Calais, ou bien d'autres exemples. Région énergie positive est reliée à des compétences réglementaires, mais c'est davantage l'idée de se montrer attractif, l'idée de montrer qu'on est pilote. Et donc, en sus de ces compétences réglementaires, les collectivités prennent des initiatives volontaires. Alors, quelques exemples rapidement. Donc, c'est des exemples tirés parmi d'autres. Il y a un vrai fourmillement dans les collectivités territoriales. Ce n'est pas forcément quelque chose de représentatif, mais ça permet de donner des idées des sujets sur lesquels elles s'impliquent. Par exemple, toujours en Nord-Pas-de-Calais, je précise que je cite beaucoup Nord-Pas-de-Calais et je vais beaucoup citer d'autres régions parce que j'ai personnellement travaillé dedans dans le cadre de mes recherches doctorales. Donc, en Nord-Pas-de-Calais, il y a eu un programme de rénovation massive des logements, appelé 100 000 logements, que je décrypterai un peu plus loin, qui avait pour but de massifier la rénovation des logements dans le secteur privé. Il y a aussi, par exemple, en PACA, le programme AGIR, qui était un programme d'ensemble dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, qui visait à territorialiser ces questions, donc lancé par le Conseil régional, avec une contractualisation avec les collectivités locales, justement autour d'objectifs dans ces domaines. D'autres exemples encore. À Grenoble, il y a eu un programme de rénovation énergétique appelé Murmure, donc là on a la deuxième édition, qui visait à massifier la rénovation énergétique dans les bâtiments. Entre 2010 et 2014, c'était les copropriétés, et désormais c'est beaucoup plus large sur le logement privé. C'est un programme pilote, puisqu'il y a eu toute la structuration et l'accompagnement des filières, donc de l'offre d'entreprise, la labellisation, l'encadrement, ainsi que l'accompagnement des particuliers dans une démarche de rénovation, dans une démarche de soutien financier, mais aussi d'expertise. Tout ça s'inscrit dans des plans
plus globaux, donc les plans énergie-climat, air, énergie-climat pour le cas de Grenoble et pour le cas d'autres collectivités bientôt. Donc ça s'inscrit dans une stratégie plus large, avec coordonnée avec d'autres secteurs comme les transports par exemple. Il faut savoir que par exemple à Grenoble, les enjeux de pollution de l'air sont importants et le plan air, énergie-climat a été lancé bien en amont de la réglementation qui a imposé d'inclure l'air dans ces questions très récemment. Alors maintenant, on va faire une petite pause pour écouter vos questions et puis on va prendre part vous allez prendre part à un sondage sur les priorités thématiques que vous identifiez pour l'action des collectivités. Donc là, j'en ai listé une série, je ne les ai pas hiérarchisées et j'aimerais avoir votre avis sur quelles sont les priorités. Vous n'avez qu'un seul choix. Mais bien évidemment que ce sont des questions qui doivent être traitées de manière transversale et coordonnée. Les gens sont en train de voter. De réduction de 40 milliards. C'est 40 milliards d'importation. J'ai ma réponse. On t'a dit que c'était un... Non, j'ai montant. Ouais, c'est un montant, mais il y a une micro-activité. Comment ? Une micro-activité. Nous réfléchissons aux réponses aux questions que vous nous posez. Alors. Oui, les 40 milliards, c'est le montant des importations. Oui. Là, la France se fixe. Énergie fossile. Oui, c'est ça. D'accord. Enfin, juste, donc c'est la question sur pardon de Sylvain, voilà, sur l'objectif de réduction des importations d'énergie fossile. Donc les 40 milliards qui sont cités dans le PowerPoint, c'est le montant actuel des importations d'énergie fossile de France, actuel, en 2015, donc c'est à peu près stable d'une année sur l'autre. Sauf événement, par exemple, là, il y a eu la chute des cours du pétrole, mais sur longue période, c'est dans cet ordre de grandeur. Et l'objectif, du coup, qui est fixé par... donc, dans la loi de transition énergétique, il y a un objectif de réduction de la consommation d'énergie fossile. Et donc, on peut penser que si on réduit la consommation d'énergie fossile, on réduit le montant des importations. Parce que c'est un objectif à 2030, et donc aujourd'hui, on ne peut pas répondre à la question de est-ce qu'il a été atteint. Je crois que vous pouvez commenter le sondage. Ouais, ils ont terminé. Alors, le vote est terminé. Les urnes ont parlé. Et la primeur, la primauté, en tout cas, la question de la production d'énergie arrive dans les priorités thématiques que vous identifiez comme devant être traitées par les collectivités territoriales. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça me permet de rebondir sur une des questions qui nous a été adressée par Xavier. Est-ce que les collectivités locales n'ont pas également un rôle direct sur le développement des installations d'énergie renouvelable? Elles peuvent donc s'investir dans ces questions. Elles participent ou elles créent des opérateurs énergétiques locaux, notamment des SEM, donc des sociétés d'économie mixte. Donc, c'est les acteurs publics qui s'associent à un opérateur pour opérer ce genre d'installation. Et donc, par le biais de sociétés, elles peuvent participer à la production d'énergie. Ou alors, elles peuvent créer des fonds de financement de cette production d'énergie. Donc, soit directement, elles peuvent produire avec des opérateurs locaux, soit en participant au financement. Donc, je rebondis aussi sur une question qui nous a été adressée par rapport au monopole d'EDF dans la production d'énergie. Depuis la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz, EDF n'a plus de monopole sur la production d'énergie, justement. Ça veut dire que toute société peut venir produire de l'énergie. Alors, pour répondre, pour tenter de donner des pistes sur la question de Michel, massifier la rénovation énergétique, oui, mais avec quels matériaux? Ça, c'est une question très, très précise et qui dépend aussi des conditions climatiques.
des maisons dans lesquelles on essaie de faire de la rénovation. Ça dépend aussi du type de bâtiment d'origine. Tout à l'heure, je parlerai encore du Nord-Pas-de-Calais avec la rénovation dans les corons. Les corons, ce sont des maisons minières en briques. On ne va pas les rénover de la même manière qu'une maison en pierre ou en ciment, par exemple. Donc la question des matériaux, elle est vraiment au cas par cas. Il y a des matériaux privilégiés. Il y a encore beaucoup de démonstrations, de démonstrateurs, de tests pour voir qu'est-ce qui est le plus efficace aussi. Entre quand on doit installer des panneaux solaires, quand on a plusieurs problématiques à traiter, on teste les matériaux qui s'articulent le mieux avec les différentes technologies. Donc, je n'ai pas de réponse directe. Et ce qui soulève par contre la question de l'acquisition de compétences par les artisans locaux, effectivement, pour avancer dans la rénovation énergétique des bâtiments. Et un des enjeux de cette transition écologique des territoires, c'est effectivement l'acquisition de compétences au niveau des collectivités et également au niveau des entreprises, des artisans qui sont les acteurs au quotidien de la transition. Bon, pendant que je voulais juste rebondir en fait sur d'autres questions, d'autres éléments du sondage, parce que donc nous avons dit en premier la production d'énergie, en deuxième, pas très loin, on voit la question des transports, et donc ça c'est un enjeu clé. On parlait de la mobilité liée aux énergies fossiles, donc de la dépendance aux énergies fossiles, des personnes qui peuvent se situer en situation de précarité énergétique, la volatilité du prix du pétrole qui met en difficulté les ménages périurbains, par exemple. Il y a aussi la question des émissions de gaz à effet de serre. Il y aura donc beaucoup d'enjeux là-dessus, et donc c'est intéressant de voir que vous les mettez aussi en tête de vos préoccupations. Alors, on va poursuivre parce qu'il reste un bout de chemin à parcourir ensemble et nous aurons encore le temps pour des échanges en fin de présentation. Alors, sur quoi s'appuient les collectivités engagées? Il y a plusieurs facteurs que l'on retrouve dans toutes les collectivités pionnières que nous avons pu étudier. Alors, tout d'abord, il y a la question du récit de territoire. Dans chacun de ces territoires, il y a toute une histoire qui est mobilisée. Elle est souvent même différente puisqu'elle est spécifique à chaque territoire. En Nord-Pas-de-Calais, on a des territoires qui sont donc marqués par l'énergie. À Los Angeles, donc il y a les terrils jumeaux qui sont désormais inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a eu beaucoup de travaux historiques dans le cadre de la fin de l'exploitation minière en Nord-Pas-de-Calais. Donc à Los Angeles, il y a une réappropriation des sites d'extraction minière, il y a des associations, le développement de la culture, un festival de théâtre aussi, le développement de la valorisation de la biodiversité sur les terrils, et désormais une réappropriation autour d'un autre sujet qui est l'énergie. Ça fait un certain temps que Los Angeles et ses élus travaillent là-dessus, et donc il y a toute une histoire qui a été tissée sur ces questions et qui projette un peu les politiques publiques autour d'un récit de territoire, et c'est ce qui fait que les gens se l'approprient et que ces choses avancent. Il y a aussi l'exemple de Dunkerque, dont l'histoire territoriale est aussi très liée à l'énergie, avec la construction de la centrale de Gravelines, par exemple. Donc il y a tout un tissu industriel, des emplois autour de la centrale, mais il y a aussi des contestations, donc ce qui fait qu'il y a plutôt les pro-nucléaires qui sont aussi impliqués dans l'énergie et les anti-nucléaires qui sont également impliqués dans l'énergie, ce qui fait que ces questions sont traitées avec tous leurs aspects. À Dunkerque, il y a aussi parmi les premières éoliennes installées en 1997, les éoliennes de la digue du Brec, qui sont des éoliennes pilotes, symboles, et qui montrent l'engagement de longue date de la ville sur ces questions et qui est lié à ses spécificités, le vent tourné vers la mer, par exemple. D'autres exemples, comme celui de Grenoble, avec toute cette histoire de la houille blanche. On dit les Alpes sont le berceau de la houille blanche, donc l'ancrage dans l'hydroélectricité avec une industrie très développée dans ce cadre. Historiquement, les grands barrages, c'est milieu du XXe siècle, mais il y en a eu bien avant, à la fin du XIXe siècle. Donc un écosystème industriel et aussi un imaginaire lié à l'usage des montagnes. Donc on peut faire aussi un récit de territoire autour de ces questions. À Grenoble, il y a aussi des enjeux de qualité de l'air. On le voit un petit peu sur cette photo avec le brouillard.
liées à la pollution. Donc il y a cette question de, j'ai bien dit, on le voit, parce que le fait de sentir soi-même les choses, de les remarquer peut-être au quotidien, participe à la sensibilisation. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, une région que j'ai constatée comme particulièrement engagée sur ces questions, il y a le facteur d'ensoleillement, c'est une des régions les plus ensoleillées, et donc là je montrais des panneaux solaires, c'est un aspect donc important qui peut marquer l'engagement de la région. Et puis il y a le problème de la sécurité d'approvisionnement avec la vulnérabilité électrique de la péninsule, notamment de l'est de la région, qui fait que ces sujets sont traités, appropriés de longue date par les élus et aussi par l'ensemble des acteurs locaux. Alors, sur quoi s'appuient ces collectivités engagées? Quels sont, entre guillemets, les ingrédients du succès? Je n'ai pas la recette miracle, mais j'ai quelques petits exemples qui montrent sur quoi s'appuient les collectivités les plus impliquées. Ce sont des questions de marketing territorial, de développement territorial qui appuient et qui motivent ces initiatives. C'est ainsi qu'elles arrivent à les vendre, entre guillemets, à l'ensemble des acteurs privés, des autres collectivités. C'est comme ça qu'elles arrivent à en parler et à recueillir le soutien des citoyens. Par exemple, à Los Angeles, là on revoit un des terrils où on a construit des centrales photovoltaïques, par exemple. Sur ce site, il y a aussi le développement de pôles liés à l'énergie et au développement durable, des sites, des pépinières d'entreprises sur ces sujets. Donc, une vraie réindustrialisation et une reconversion du territoire sur les énergies vertes, notamment. Et donc, cette image qui est marquante, elle est utilisée pour marquer, pour diffuser, et elle fonctionne particulièrement bien pour entendre parler de Los Angeles. Donc, c'est vraiment une question de reconversion, de développement local qui marque et qui marche. Il y a aussi donc l'exemple de Lyon avec la multiplication des démonstrateurs. Donc, la ville intelligente, la Smart City, c'est aussi un moyen de développer l'attractivité, de faire en sorte que les collectivités attirent des entreprises des hautes technologies, des télécoms, de la communication, des équipementiers. Donc, c'est l'idée d'attirer aussi des potentiels employeurs qui pourraient aussi pouvoir tester des technologies, donc financer sur le territoire de la ville différents investissements. Donc, c'est aussi une question donc, de développement économique. Et puis, pour les plus petites collectivités, je parlais par exemple là, du pays du Sud, Grésivaudan. Donc, c'est beaucoup plus rural. Et ces collectivités se raccrochent à une marque, la marque Tepos, pour montrer qu'elles sont actives, pour essayer de faire diffuser leurs initiatives. D'autres moteurs, d'autres utilisations de ces politiques publiques pour faire parler des collectivités territoriales. Je parlerai donc désormais du portage politique, qui est vraiment un enjeu clé dans l'avancée de ces initiatives. Donc le fait d'avoir un élu ou alors un chef d'entreprise, une personnalité qui soit multipositionnée, donc qui soit en relation avec différentes entreprises, avec les organismes consulaires, avec toutes les collectivités. Donc, c'est des personnalités qui sont motrices sur ces questions, engagées sur ces questions, qui ont bien souvent une légitimité à s'engager. Elles peuvent avoir un engagement associatif de longue date, ou alors un engagement social, ou les deux. Elles ont aussi des ressources institutionnelles. Elles ont par exemple accès aux cabinets gouvernementaux ou alors aux plus hautes instances de certains partis, de certaines institutions. Donc elles sont capables en fait d'aller chercher des fonds ou des décisions favorables pour bénéficier au territoire ou alors à l'échelon territorial qu'elles représentent. Donc c'est des personnalités qui sont très engagées sur ces sujets, qui ont une capacité de mise en relation des personnes, une capacité d'entraînement, de porter un discours et de mobiliser. Donc elles viennent d'un peu partout, ça dépend des profils, ça dépend du cadre dans lequel elles s'insèrent. Là, j'ai mis Jérémy Rifkin pour 3e révolution industrielle en Nord-Pas-de-Calais parce que ses ressources médiatiques, ses capacités de communicants ont été un moyen de mobiliser très largement autour de cette initiative. D'autres facteurs,
il y a la question incontournable, je dirais, de l'animation territoriale, de la mise en relation des personnes pour partager des expériences, pour partager de l'expertise, du savoir-faire, pour faire en sorte que ces questions soient appropriées par les différents acteurs. Elles sont complexes. L'expertise est un peu dispersée dans les territoires. Elle n'est pas toujours là de manière historique. Donc, ensemble, ça va plus vite. Là, j'ai donné l'exemple de la dynamique climat en Nord-Pas-de-Calais qui fonctionne autour de ces questions-là. Ensuite, il y a le schéma directeur des énergies de Lyon qui a aussi une dimension partenariale. Et puis, le recours aux entreprises, à leur implication. Dans ces différents exemples que je viens de citer, elles sont impliquées, elles sont consultées, elles font des contributions. Et puis, dans le cadre de la démarche réseau électrique intelligent, le grand projet de démonstrateur à l'échelle régionale, dans le cadre du plan d'investissement d'avenir. En PACA, par exemple, les entreprises ont été associées de manière très directe à la démarche d'essayer d'obtenir cette labellisation. D'autres points clés aussi, donc, c'est avoir des organisations territoriales dédiées pour, là aussi, créer de l'expertise, pour rassembler des données. Donc, les collectivités les plus avancées disposent d'agences, pour certaines étaient créées après le premier choc pétrolier, et dont la décision a été actée après le premier choc pétrolier. Donc, elles ont le temps de créer une expertise, un réseau, donc de diffuser ces enjeux dans les territoires. Et puis, il y a les observatoires, donc c'est observer, recueillir de la donnée, territorialiser, donc s'approprier la connaissance de son territoire. D'autres facteurs, et puis après, nous ferons une synthèse de ces questions. Le rôle de l'Europe, qui est absolument fondamental sur ces questions, qu'il s'agisse d'impulser les politiques publiques, avec par exemple les directives sur l'efficacité énergétique, ou alors les financements avec les fonds régionaux, qui viennent abonder les actions des collectivités territoriales, ou encore les programmes expérimentaux, les programmes qui visent à soutenir la recherche, à soutenir les démonstrateurs, et qui viennent directement soutenir les collectivités territoriales, donc dans le cadre de tests de nouvelles technologies, par exemple. Et puis l'autre dimension européenne, qui est celle des acteurs transnationaux, par exemple Energy City, qui est une association de collectivités et qui va mettre en relation les collectivités de différents pays européens pour partager des bonnes pratiques et aussi pour faire du lobbying au niveau européen. Donc, quels enseignements tirer de tout cela? Et ensuite, je vous laisserai la parole pour un dernier sondage et pour quelques questions. Alors, ce qu'on peut tirer de tout cela, déjà, c'est que ces initiatives, elles gardent un caractère expérimental. Je pourrais vous donner quelques chiffres sur les résultats quantitatifs, mais ceux-ci sont très limités. Pour l'instant, ces programmes sont un peu dispersés sur le territoire. Ils ont un caractère de démonstrateur, de test. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de décollage, de changement d'échelle de la transition énergétique. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a eu une déviation une déviation positive par rapport à la trajectoire business as usual, par rapport à la trajectoire si on ne fait rien. Donc, lorsque ces collectivités ont lancé des projets, elles ont vu une amélioration, par exemple, en termes de maîtrise de la consommation d'énergie. Donc, les résultats sont réels et constatables. Il y a des données qui permettent de les étayer. Par contre, elles sont déjà parfois difficiles à obtenir parce que les collectivités n'ont pas toujours les ressources pour faire de l'évaluation. Et puis, elles restent quantitativement très limitées et pas de nature à engager la transition énergétique dans le sens souhaité avec les objectifs que j'évoquais en début de présentation. Alors, ce qu'on peut aussi noter, donc quand même les choses avancent, mais la transition énergétique n'en est qu'à ses balbutiements. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même donc une reconnaissance par l'État. La labellisation, elle est liée à l'atteinte de résultats concrets dans les territoires. Un autre enseignement, c'est que ces questions sont gérées de manière transpartisane, que dans mes recherches, on peut voir en fait un peu tous les partis, par exemple en PACA, sur 70 territoires engagés dans la dynamique régionale de transition énergétique, il y en avait à peu près 41% qui étaient de l'opposition
par rapport au conseil régional. Donc, ces initiatives sont partagées parce que c'est des questions de développement économique, d'emploi, de filières nouvelles à installer dans les territoires. Ces sujets donc sont propices à une prise en main locale, comme j'en parlais tout à l'heure, avec la sensibilisation, la mobilité, des enjeux de proximité. Et ce qui compte, ce qui est important, c'est d'avoir un projet de territoire, donc avoir un récit pour impulser la mobilisation, pour faire en sorte que les gens s'engagent et soient prêts à faire les sacrifices parfois impliqués par la transition énergétique. Et un enjeu clé est celui de l'animation territoriale. Alors, je vais être beaucoup plus synthétique sur les derniers transparents, mais ils seront mis à disposition pour pouvoir vous laisser le temps de l'échange. Donc, pour résumer, les enjeux sont notamment ceux de l'acquisition d'une expertise et de compétences dans les collectivités pour pouvoir gérer ces enjeux techniques qui sont complexes. Il y a un enjeu de coordination qui est très fort aussi pour faire en sorte que les collectivités avancent dans le même sens et pas avec des effets adverses suivant leurs différentes politiques publiques. Ça marche aussi sur les questions thématiques. Quand vous voulez faire de la rénovation énergétique, il faut que le pôle, le service logement d'une collectivité parle par exemple au service énergie, ce qui semble logique mais qui ne va pas toujours de soi. Enfin, donc, les enjeux, pour terminer, les principaux enjeux, donc, c'est mettre en cohérence les différents niveaux d'action entre le national et le local pour aller vers l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris, notamment. Bien vérifier la pertinence des actions, bien les évaluer, essayer de voir si toutes ces actions vont dans le sens de la limitation du réchauffement climatique, de la limitation de la consommation d'énergie fossile, par exemple. Et puis aussi de la cohérence territoriale pour faire en sorte qu'il n'y ait pas que quelques territoires qui s'avancent, mais qu'il y ait une vraie solidarité et que chacun puisse bénéficier de l'amélioration, de la mobilité, du confort dans les bâtiments. Alors, ce que je disais, donc c'est un enjeu qui est vraiment important et il ne faut pas juste soutenir les premiers de cordée, comme nous en avons parlé assez récemment, mais qu'au regard de l'ampleur de l'effort qu'il faut réaliser, diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre à 2050, au regard de l'ampleur de la tâche qu'il reste à effectuer, il est impossible de se focaliser sur ces quelques territoires pilotes. Et l'enjeu, c'est d'emmener tout le monde, toutes les collectivités, tous les citoyens dans la transition énergétique. Et c'est aussi donc un enjeu de solidarité. Et donc, pour finir, bon, ça, ce sont des slides de synthèse, donc je peux aller un peu plus vite. Oups. Donc, en synthèse, on a besoin de dispositifs d'animation, de prise en main de ces questions-là, afin de les traiter de manière efficace, coordonnée, de développer donc les connaissances sur ces sujets et d'agir de manière très cohérente. Et enfin, donc, il faut se mobiliser. Je ne sais pas ce qui vous motive le plus, donc j'ai mis 2 types de visuels, soit la hausse continue des émissions de gaz à effet de serre et surtout de la concentration du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui accentue le changement climatique. Donc là, il y a les données scientifiques claires et aussi la visibilité de ces questions, l'enjeu sur les paysages. Donc là, vous voyez ces glaciers qui fondent. Donc les 2 images sont marquantes, mais les 3 du coup avec le graphique. Et je ne sais pas ce qui vous motive le plus, mais en tout cas, c'est un beau défi. À vous. Nous avons donc un dernier sondage et des questions. Juste avant le dernier sondage, quelques points de conclusion pour revenir à la question des contrats de transition écologique qu'on évoquait au début. Avec ce que vous a présenté Marie, il y a 4 points qui ressortent, qui peuvent amener à réfléchir sur la conception de ces contrats. D'abord, sur la question des territoires ciblés, Marie l'a dit, les territoires pionniers qui sont en avance, ils avancent bien tout seuls. Et donc, l'enjeu, même si dans un premier temps, les contrats de transition écologique ciblent d'abord ces territoires pionniers, l'enjeu, ce sera de pouvoir mobiliser ensuite les autres territoires qui sont moins appropriés cette question de la transition énergétique ou écologique en général, et de les faire rentrer dans ces contrats. Sur l'échelle retenue du contrat de transition écologique, a priori, pour l'instant, on se dirigeait vers le PCI. On voit dans les exemples que Marie a présentés que parfois c'est effectivement la métropole c'est la commune qui s'est mobilisée, parfois c'est la métropole, parfois c'est la région qui s'est mobilisée, et peut-être qu'il serait intéressant d'avoir une vision un peu plus large, plus flexible de la collectivité contractante du contrat de transition écologique. 3e point, on l'a vu, pour créer la dynamique, c'est avant tout
le récit de territoire, l'aspect multipartenarial, l'identification de personnes ressources qui est essentiel, et l'aspect financier, qui, s'il est effectivement important, n'est sans doute pas primordial pour lancer une dynamique. Et c'est bien la mobilisation des acteurs sur le terrain qui compte. Et dans ce sens-là, le point de vue du contrat de transition écologique, qui est de s'appuyer beaucoup plus que ce qui a été fait auparavant sur les acteurs locaux, va sans doute dans le bon sens. Enfin, dernier point, il y a un enjeu de suivi des résultats et d'évaluation des projets menés au niveau local. Et pour cela, alors, au niveau national, on est confronté à des indicateurs qui diffèrent selon chaque projet, des statistiques qui ne sont pas les mêmes selon les régions ou les collectivités. Et il y a un enjeu sans doute à unifier les indicateurs qui sont retenus pour le suivi et l'évaluation des projets de territoire et des contrats de transition écologique en particulier. Et il serait sans doute important d'ajouter une partie dans le contrat de définition des indicateurs retenus et pour qu'ils soient uniformisés, qu'on ait une vision globale de ce qui est fait dans le territoire et de comment ça se coordonne avec les actions nationales. Alors, dernier sondage. Oui, mais alors le dernier sondage, je vois que vous êtes très intéressé donc, par l'action des décideurs. Donc 33% d'entre vous considèrent qu'un des principaux défis, c'est de convaincre ces décideurs. Et effectivement, étant donné que le décideur ou un pilote politique est absolument nécessaire à la poursuite de telle politique, c'est donc un enjeu clé et nous sommes d'accord. Ensuite, il y a la question de la priorité des politiques publiques. Effectivement, il faut qu'elles puissent être mises en cohérence, par exemple, entre des politiques de transport et puis des politiques énergétiques. Et effectivement, le lien entre de l'énergie à l'ensemble des politiques publiques, lorsqu'il est mis clairement en avant, lorsque les objectifs sont partagés, ça permet de faire des politiques et des objectifs cohérents. Alors, nous allons désormais répondre aux questions. Alors, une première question qui est sur le rôle des collectivités locales et des smart grids. Alors, d'une part, ça dépend de ce qu'on implique par smart grid. Smart grid implique beaucoup de choses. Ça peut être les réseaux de transport, mais ça peut être aussi les réseaux de distribution, donc ce qui est local et co-géré, je pourrais revenir là-dessus, par les collectivités territoriales. Et puis, c'est aussi ce que vous avez dans votre maison, ce qu'on appelle l'aval-compteur. Et donc, c'est la maîtrise de la demande d'énergie. Si vous désirez avoir ce soir du chauffage, mais pas dans la journée, eh bien, vous pouvez avoir des dispositifs qui vous remettront le chauffage juste avant que vous arriviez. Et donc, le rôle des collectivités locales sur ces thématiques, ça dépend, on va dire. Ça dépend de la volonté d'engagement des collectivités. On peut avoir des initiatives qui sont sur un bâtiment privé par une entreprise privée ou juste en consortium privé, parce que il y a du soleil, il y a de la ressource renouvelable, donc les entreprises veulent faire des projets. Et lorsque les collectivités sont très intéressées ou veulent s'impliquer dans ces sujets, eh bien, elles peuvent, par exemple, mettre des facilités fiscales, des facilités d'installation, donc des facilités techniques, un accompagnement. Donc, beaucoup de choses sont possibles. Elles ont aussi, depuis la loi de transition énergétique, la possibilité de faire du test sur les réseaux, ce qu'on appelle un service de flexibilité locale. Donc, au lieu de renforcer les réseaux de distribution d'électricité, par exemple, elles vont pouvoir essayer de dire, on va peut-être essayer de tester ce qu'on appelle l'effacement de consommation, donc maîtriser la consommation d'électricité pour éviter d'avoir à construire de nouvelles infrastructures. Donc, elles ont un rôle très vaste. Et puis aussi, donc un dernier volet sur les smart grids dans les maisons, qui concerne le changement des comportements des personnes. Donc, dans les maisons, ce n'est pas quelque chose d'intrusif. C'est, par exemple, essayer de sensibiliser les gens à dire bien attention, il y a une heure de pointe, il y a beaucoup d'électricité consommée à 19h, elle n'est pas forcément propre. On vous sensibilise, on vous dit de ne pas consommer à ce moment-là. Donc, il y a les questions de proximité, de sensibilisation des citoyens sur lesquelles les collectivités peuvent être au premier rang. Il y a plusieurs questions sur l'évaluation, alors des résultats de la troisième révolution industrielle ou des éléments chiffrés sur la plus-value d'animation. Alors, comme on l'a dit, on a du mal à avoir des résultats. Pour l'instant, on n'est pas. Il n'y a rien de très probant sur la troisième révolution industrielle. Je ne sais pas si c'est des chiffres plus précis. Alors, en termes de chiffrage, donc la troisième révolution industrielle, en fait, c'est, on va dire, un package de nombreux projets qui ont été rassemblés donc sous ce label et sous cette mobilisation, mais ce sont des projets déjà éparses
Donc, il y a des résultats en termes de fonds collectés, par exemple sur le livret d'épargne troisième révolution industrielle, ou alors un fonds entre l'ADEME et le Conseil régional. Donc là, il y a des chiffres. Mais étant donné que c'est beaucoup de projets, certains avaient commencé avant, certains viennent d'être lancés, c'est difficile à évaluer parce que le but, en fait, c'était de faire une grosse initiative de marketing territorial. Et sur cet effet-là, là, on peut dire que le résultat est réussi. Mais sur les résultats en termes de gigawattheures produits ou alors de consommation d'énergie évitée, il n'y a pas grand-chose. Je peux vous dire, par exemple, 700 projets ont été lancés, mais ça ne dit rien en termes de consommation d'énergie. Donc, il y a des avancées, mais là, je n'ai pas de bilan énergie-climat sur l'impact clé, le lien entre ce qui a été décidé dans le cadre du master plan et les résultats. Une autre question sur les leviers pour convaincre les collectivités de créer une SEM. Là, il y a la question des décideurs, mais la création d'une SEM, donc une société d'économie mixte, ça dépend aussi de la pertinence. Il y a d'autres outils, par exemple les sociétés 100% publiques, parce que société d'économie mixte, ça implique d'avoir un partenaire privé. Et puis donc, suivant le périmètre territorial, suivant les relations entre les différentes collectivités, suivant si certaines ont une régie, par exemple, en fait, suivant les configurations tant politiques qu'en termes de ressources ou en termes d'enjeux, c'est parfois pertinent d'avoir une SEM, c'est parfois pertinent d'avoir autre chose. Et donc, en fait, une SEM n'est pas forcément la chose la plus souhaitable, ça dépend. Et enfin, donc, les leviers pour convaincre, c'est les mêmes que pour toute politique publique. Donc, c'est sensibiliser les élus, par exemple, avoir des associations, avoir des projets. Donc, la réponse, en fait, est large. Alors, une autre question aussi sur les SEM. Donc, de Xavier, selon vous, y a-t-il une échelle idéale pour créer une SEM énergie? En fait, ça revient à la question précédente, c'est que ça dépend. Ça dépend de la pertinence en termes de production d'énergie, ça dépend de la pertinence et des possibilités économiques, ça dépend de ce que veulent les collectivités. Certaines sont à maille très locale, d'autres sont à maille conseil régional, par exemple. Vraiment, je ne peux pas me prononcer en fait a priori sur cette question-là. Dernière question. Alors, l'exemple de Los Angeles de Stéphane peut-il être adapté à des villes urbaines? Enfin, villes et urbaines, ça serait... Mais donc, est-ce que l'exemple de Los peut être répliqué? Déjà, tout dépend en fait des enjeux énergétiques, des enjeux territoriaux. Quand vous êtes à Los Angeles ou quand vous êtes, par exemple, à Briançon, le taux d'ensoleillement n'est pas le même déjà. Donc, les solutions ne vont pas être les mêmes. Après, il y a aussi la question des consommations. Entre Los Angeles, qui est une ville, enfin, il y a aussi la communauté, il y a plusieurs échelons de collectivités au même endroit qui se recoupent sur ces questions-là. Mais quelles activités y a-t-il sur le territoire? Vous avez la ville de Lyon, le modèle ne sera pas du tout le même avec autant de consommation d'industrie, de bâtiments tertiaires, d'activités et une ville plus petite, par exemple. Entre Montdidier, qui arrive à produire une partie de son énergie localement, et la ville de Paris, les solutions ne sont pas du tout les mêmes. Et pour souligner juste un dernier point par rapport à ces questions-là, la ville de Lyon, elle importe plus de 90% de son énergie. Et donc, les questions vont être spécifiques et très différentes, ce qui souligne aussi les enjeux de solidarité territoriale entre ceux qui peuvent produire et ceux qui peuvent recevoir des activités, des échanges, la réciprocité de ce que chacun peut faire dans le cadre de la transition énergétique. Merci à tous et merci de nous avoir suivis, merci pour vos questions que nous lirons avec attention et merci donc d'avoir participé au sondage, d'avoir apporté des réflexions et merci pour votre intérêt sur ces questions. Merci à tous, au revoir. Au revoir.